Un silence tomba sur la grande salle du palais de Ouagadougou lorsque la mystérieuse reine africaine, une beauté royale drapée de soie et d'intrigue, présenta à Ibrahim Traoré un cadeau orné. En cet instant fugace, sa fierté farouche vacilla de gratitude, jusqu'à ce que des murmures dans les couloirs de marbre laissent entendre sa véritable identité, l'orchestratrice d'un assassinat à haut risque. Alors que les applaudissements de la cérémonie retentissaient, une seule question brûlait dans le cœur de Traoré: peut-il faire confiance à son instinct, ou le destin de sa propre nation est-il remis à un loup déguisé en reine? La pluie tombait légèrement sur Ouagadougou tandis que les tambours résonnaient dans la capitale, mêlant deuil et célébration dans un même souffle. Le président Ibrahim Traoré se tenait devant le granit noir imposant du tout nouveau mausolée commémoratif Sankara, symbole de résistance, de souveraineté et de sacrifice. Les dignitaires étaient alignés sur la plateforme de marbre, mais tous les regards se tournèrent vers elle lorsqu'elle arriva. Elle se déplaçait comme le vent à travers la soie, drapée d'ancoras dorés, couronnée d'une coiffe sculptée. La femme se présenta simplement comme la reine Amina, d'ascendance zoulou et bantou, prétendue descendante d'une royauté guerrière du bassin du Congo. Sa voix, une mélodie envoûtante, portait la grâce de la diplomatie et la prestance du mythe. Traoré, habituellement composé et analytique, sentit quelque chose changer au non pas du désir, mais un respect magnétique étrange. Elle parla d'unité panafricaine, du rêve de Sankara ravivé, ces mots frappant des accords dans son cœur révolutionnaire. À ses côtés, des ministres chevronnés échangèrent des regards prudents, mais Traoré fit taire leur malaise d'un signe de tête. Il l'invita à dîner ce soir-là à la résidence présidentielle. Elle accepta sans hésitation. Plus tard, alors qu'il visitait le musée Sankara main dans la main sous le soleil déclinant du Sahel, Traoré écoutait, captivé. Elle parlait de combattre les fantômes coloniaux, d'unir la jeunesse africaine, d'éliminer les marionnettes occidentales des halls d'État. Son idéologie reflétait la sienne. Son feu égalait sa flamme. Mais derrière son voile, son regard s'aiguisa lorsqu'ils passèrent devant un buste en bronze de Sankara. Elle s'attarda, murmura quelque chose en arabe. Personne n'entendit. Pas encore. Au crépuscule, elle était entrée dans son cercle. Le lendemain, elle aurait accès aux documents d'État sous prétexte d'échanges culturels. Dans le silence de ses quartiers privés, Traoré contemplait la ville qu'il avait juré de protéger, ignorant que la femme qu'il venait d'accueillir avait été envoyée non pas pour inspirer, mais pour tuer. Et elle était déjà en avance sur son plan. Bien avant de revêtir la soie et la royauté, elle était connue uniquement sous le nom de Zara. Son enfance avait été consumée par le feu des drones et les MTI. Ses parents vaporisés dans un raid sur un village qui n'avait jamais fait la une des journaux. À 12 ans, elle marcha pieds nus jusqu'à Tombouctou, où le chagrin devint acier et la vengeance trouva un nom, Jamaat Nasser al-Islam wal Muslimin, JNIM. Dans l'ombre des anciennes bibliothèques de Tombouctou, Zara apprit à armer son esprit. Couramment française, arabe et haoussa, elle devint une élite des opérations psychologiques. Sa spécialité, l'infiltration. Au fil des ans, elle démantela des gouvernements locaux de l'intérieur, séduisant des seigneurs de guerre, soudoyant des ministres, empoisonnant des esprits. Mais sa mission ultime vint dans des murmures, tuer le jeune président qui défiait la France. La résistance du Burkina Faso avait déstabilisé trop de puissance. Et Traoré, jeune et inflexible, était incassable à moins d'être défait de l'intérieur. Zara devint la reine africaine, sa beauté drapée dans une fiction ancestrale, sa mission voilée dans une poésie panafricaine. Maintenant, à Ouagadougou, dans les plus hautes salles du pouvoir, elle souriait avec la sérénité d'une sainte. Mais au conseil de guerre, des murmures s'élevèrent. Elle était arrivée trop commodément, dit le ministre Koulibaly, un ancien soldat au passé marqué et à l'instinct de déception. Pas de traces de son royaume, pas de lignée vérifiée. Nous lui donnons les clés de notre coffre, dit-il. Elle parle notre vérité, contre un jeune conseiller ensorcelé par son éloquence. Elle pourrait être le visage de l'unité africaine. Traoré écoutait en silence, le regard lointain. Son feu égalait le sien, mais le feu, il le savait, pouvait brûler à la fois le tyran et le libérateur. Dans ses tripes, le doute bouillonnait. Dehors, Zara contemplait le drapeau burkinabé flottant. Plus elle s'approchait du cœur du Burkina Faso, plus la voix de son enfance résonnait, brûle tout, même les rêveurs. Mais le ferait-elle, ou son cœur changeait-il lentement de cap? Les couloirs du palais présidentiel, autrefois résonnants de visions et de défis, pulsaient désormais d'inquiétude. Dans une pièce scellée sous le ministère de la Sécurité,
les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, du Burkina Faso avaient intercepté une série de transmissions cryptées rebondissant de Ouagadougou aux franges désertiques de Gao. Les codes étaient rudimentaires, comme pour se moquer de la détection. Mais ce qui glaça le sang du chef du renseignement de Traoré, c'était l'origine, une fréquence sécurisée dernièrement accédée à l'intérieur du palais. Le nom enfoui dans le chiffrement, Zahra al-Mujaïda. Traoré était assis seul à la table de guerre, les doigts joints, les yeux fixés sur une photo. La reine souriant à ses côtés au mausolée, drapée d'or. Il lui avait donné des quartiers près de la bibliothèque présidentielle. Elle lisait les journaux de Sankara la nuit. Elle citait Fanon au petit déjeuner. Elle le faisait se sentir vu, non pas comme un président, mais comme un homme blessé par la trahison et s'accrochant à la révolution. Mais les faits ne mentaient pas. Elle avait disparu de la grille de surveillance interne pendant exactement 17 minutes la veille au soir. Ces quartiers abritaient un appareil non enregistré, maintenant manquant. Et les messages traduits parlaient d'un lion devenant docile et d'une couronne sur le point de tomber. Il ne convoqua pas de garde. Pas encore. Au lieu de cela, il l'observa de loin ce soir-là, alors qu'elle s'adressait à un groupe de jeunes leaders, ses mains peignant l'espoir dans l'air, sa voix comme un hymne. Elle semblait sincère. Mais un mensonge peut-il aimer la vérité qu'il a été envoyé détruire? Dans le jardin, plus tard, elle le trouva près du baobab, perdu dans ses pensées. « Tu as l'air fatigué, Ibrahim, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. S'il se trompait, il perdrait une alliée. S'il avait raison, il avait déjà accueilli la mort chez lui. Alors, il demanda simplement, « Qui es-tu vraiment ?» Et elle sourit, « Celle qui te comprend. » À 2h14 du matin, le ciel nocturne au-dessus de Ouagadougou se fissura de feu. Un drone, petit et silencieux, traversa l'horizon avant de détonner juste au-delà de l'avant-poste militaire de Koudougou. L'explosion déchira 3 véhicules blindés et laissa 6 combattants VDP pro-Traoré morts. La frappe était précise, trop précise. Le Burkina Faso avait longtemps fait face au sabotage, mais celle-ci semblait personnelle. Le président Traoré fut tiré du sommeil par des rapports urgents. Le signal du drone avait été tracé, non pas vers une base ennemie, non pas vers le Mali, mais vers un nœud caché récemment activé à l'intérieur du compound présidentiel. Le même appareil non enregistré que Zahra avait prétendu être pour traduire des histoires orales cryptées. La pièce était silencieuse alors que le rapport du renseignement était posé devant lui, horodatage, écho de signaux, signature thermique, une empreinte digitale pointant indubitablement vers elle. Il la convoqua avant l'aube. Elle apparut calme, enveloppée d'un châle blanc, sans maquillage, pieds nus sur le marbre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix lourde d'une préoccupation feinte. « Qui oserait attaquer tes soldats ?» Lorsqu'on lui montra les données, elle se pencha, plissant les yeux devant les preuves, puis sourit doucement. « C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance aux machines plus qu'aux gens. »« Tu penses que c'est une fabrication ?» demanda Traoré, impassible. « Je pense que quelqu'un veut que tu doutes de moi, » dit-elle en se rapprochant. « Et qui que ce soit, il gagne. » Elle ne cligna pas des yeux, ne tressaillit pas. Et pendant un terrible moment, Traoré se sentit vaciller. Cela pourrait-il être un piège, un leurre? Les Français, les Américains, même des juntes rivales avaient des raisons de le détruire de l'intérieur. Et pourtant, les morts gisaient toujours à Koudougou. Toujours brûlés, toujours enterrés. Derrière son masque serein, quelque chose changea. Pas de la culpabilité, pas de la peur ou du contrôle. Traoré la congédia. Mais dans son cœur, une guerre plus bruyante que n'importe quel drone avait déjà commencé. Le conseil de guerre se réunit à Kaya, sous haute sécurité, loin des yeux et des oreilles des diplomates et des satellites étrangers. À l'intérieur d'un abri de commandement en béton, entouré de cartes et de flux de renseignements en direct du Sahel, le président Traoré rassembla ses principaux officiers. C'était censé être un cercle fermé, mais à ses côtés, drapé de grâce diplomatique, se tenait la reine africaine. Elle se leva pour parler avec une confiance sans effort. « Nous ne devons pas nous isoler, » dit-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre. La stabilité régionale dépend de l'unité. Partagez le renseignement avec les États alliés, Niger, Mali, même le Tchad. Laissez-les voir ce que nous voyons. Si le Burkina Faso devient une forteresse, il devient une cible. Des têtes se tournèrent, certains acquiescèrent, d'autres hésitèrent. Le ministre Issouf Koulibaly se pencha vers Traoré, son ton bas mais ferme, c'est un piège. Elle plante des portes dans notre système.
Elle parle de coopération, répondit Traoré doucement, les yeux fixés sur sa silhouette contre la lueur du projecteur. Non, dit Koulibaly en agrippant le bord de la table. Elle nous offre en sacrifice. Le renseignement partagé devient du renseignement exploité. Le Niger est instable, le Mali est infiltré, et le Tchad est acheté et vendu. Le silence de Traoré pesait lourd. La reine l'observait attentivement, lisant chaque hésitation, chaque souffle. Elle sourit, non pas chaleureusement, mais comme un joueur d'échecs observant les derniers coups se dérouler. Alors que la session s'ajournait, Koulibaly tira Traoré à part. Elle est trop précise, trop opportune. Pas de passé, pas de traces. Pourtant, chaque solution est taillée pour affaiblir notre colonne vertébrale. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est du démantèlement. Dehors, sous le crépuscule cramoisi de Kaya, Traoré contemplait le convoi militaire qui passait au bord de la ville. Sa révolution était un feu qui attirait à la fois l'espoir et les prédateurs. Et maintenant, assise à sa droite, une femme offrait des réponses enveloppées de poison. Pourrait-il la démasquer avant que les murs du palais ne tombent de l'intérieur? La lune baignait les jardins présidentiels d'argent, projetant de longues ombres entre les baobabs et les murs bas qui maintenaient le monde extérieur à distance. Ibrahim Traoré se tenait seul, les mains derrière le dos, respirant l'air sec de la nuit comme un homme se préparant à la guerre. Il l'avait convoqué sans garde, sans témoin, juste la vérité, ou quelle que soit la version qu'elle était prête à donner. Elle apparut en silence, encore pieds nus, son châle serré autour de ses épaules. « Tu as pris ta décision, dit-elle doucement. »« Non, répondit-il, pas encore, mais j'ai besoin de l'entendre. »« Tout. » Elle baissa les yeux, et pour la première fois, ils se remplirent de larmes. Pas performative, pas stratégique réelle, ou convaincamment. « Mon nom est Zara, murmura-t-elle. Mes parents ont été abattus par des forces entraînées par les Français dans un raid qu'ils ont appelé des dommages collatéraux. J'avais 8 ans. J'ai juré de ne plus jamais m'agenouiller devant l'Occident. Traoré ne dit rien. J'ai rejoint les seules personnes qui m'ont donné un but, Jnim. Ils m'ont formé. Oui, ils m'ont envoyé ici, mais je... Elle s'étouffa, je pensais combattre la tyrannie, pas ça, pas toi. Sa mâchoire se serra. Tu as menti sur qui tu es. Sur quoi d'autre as-tu menti? J'ai été envoyé pour te tuer, dit-elle. Mais ensuite, je t'ai vu parler aux enfants dans la rue, réparer des pompes à eau de tes propres mains, risquer la mort pour libérer un village des mercenaires. Tu n'es pas l'ennemi qu'on m'a appris à haïr. Elle se rapprocha, tremblante. Si tu dois me tuer, fais-le. Mais non, je ne veux plus détruire cette nation. La main de Traoré reposait près de l'arme de poing cachée dans sa robe. Il pourrait en finir maintenant. Faire taire la menace. Mais pourrait-il appuyer sur la gâchette sur quelqu'un qu'il avait autrefois vu non comme une cible, mais comme un espoir? L'odeur de diesel et de terre brûlée emplissait l'air alors que Traoré pénétrait dans l'enceinte de la raffinerie d'or de Dori, ses fours luisant faiblement sous un voile de poussière et de fumée. Officiellement, le site était sous contrôle militaire. Officieusement, c'était le centre nerveux d'une guerre invisible. Des renseignements clandestins l'avaient conduit ici, livré à la main par un informateur repentant qui servait autrefois la reine. Profondément sous la raffinerie, dans une baie de stockage rouillée camouflée en dépôt de carburant, ces hommes découvrirent ce qu'ils craignaient, des radios cryptées, des cartes SIM non enregistrées et des cartes de route d'approvisionnement saignant à travers le Burkina Faso jusqu'au Bénin. Des noms étaient griffonnés en arabe sur les murs, des pseudonymes correspondant à des voix capturées des semaines plus tôt par les VDP. Au centre de tout, une photo usée de Zara souriant, non pas en soi, mais en treillis. Un enfant à ses côtés, pas plus de 5 ans, tenu dans ses bras. L'image le secoua. Elle dirigeait une cellule entière de l'intérieur de mon gouvernement, marmonna Traoré, les mots amers sur sa langue. Le commandant à ses côtés, un vétéran endurci, cracha dans la terre. On l'a fini maintenant. Mais les yeux de Traoré s'attardèrent sur l'enfant. Le garçon était-il un levier ou une raison? Plus tard cette nuit-là, seul dans sa tente près du périmètre de Dori, il étudia à nouveau la photo. Elle l'avait averti de son passé. Mais cela c'était la confirmation. Elle n'était pas juste un pion. Elle avait construit l'échiquier. Et pourtant, la confession, les larmes, l'hésitation où elle n'avait pas été fausse, n'est-ce pas? Il ressentait le poids écrasant de deux vérités qui s'entrechoquaient. Pour protéger la nation, il devait écraser la traîtresse. Mais pour cela,
il devrait faire taire la seule personne qui avait jamais vu sa révolution non comme un pouvoir, mais comme une rédemption. Était-elle son plus grand ennemi ou son plus grand test? Le vent du Sahel hurlait comme un avertissement alors que des camions blindés rugissaient à travers les dunes, traînant la poussière derrière eux comme des bannières de guerre. Traoré se tenait au sommet du véhicule de tête. Les yeux rivés sur l'horizon où un SUV noir filait vers la frontière nigérienne. La reine fuyait. Les renseignements satellites avaient capté son évasion quelques minutes après qu'elle eût disparu du palais. Elle s'était faufilée par des tunnels arrière, aidée par une petite unité rebelle intégrée au personnel présidentiel. Sa destination, un passage reculé près de Marcoua, où des combattants de Jnim attendaient. Traoré ne attendait pas la diplomatie. Il dirigeait lui-même le raid. Alors que le convoi se rapprochait, le véhicule de la reine vira dans un ravin sec. Des soldats l'entourèrent, fusils levés. Dehors, aboya l'un d'eux. Les portes s'ouvrirent. Elle sortit, les mains en l'air, mais pas seule. Elle tenait un enfant, le même garçon de la photo, son visage pressé contre sa hanche, les yeux écarquillés de terreur. La poussière couvrait sa peau. Elle enroula un bras tremblant autour de lui, sa voix chevrotante. « Vous tirez, dit-elle, et il meurt avec moi. » Traoré s'avança. « Tu utiliserais ton propre fil comme bouclier ? » « Je ne l'ai pas amené dans ça, » cracha TL. « Ils l'ont fait. »« Tu l'as fait. »« Tu ne m'as pas laissé le choix. » Derrière ses yeux calmes, l'esprit de Traoré s'emballait. Chaque option tactique était semée d'embûches. Un coup de feu ici pourrait tout fracturer. Ses soldats observaient, les doigts tendus sur les gâchettes. « Laisse partir le garçon, » dit Traoré doucement. « Tu me veux, prends-moi, mais laisse-le partir librement. » Elle le fixa, déchirée entre désespoir et croyance. Pendant un instant, le vent se tut. Le garçon leva les yeux vers elle. Laisserait-elle partir la vengeance ou resserrerait-elle son emprise et perdrait-elle le dernier lambeau de l'âme qu'elle prétendait encore avoir? Le désert retint son souffle. Au bord brûlé de la frontière nigérienne, sous un soleil qui brûlait comme un jugement, la reine se tenait encerclée par les forces du président Traoré. Ses robes blanches collaient à elle avec la sueur et la poussière. Son fils toujours serré à ses côtés. Derrière elle, les rochers déchiquetés du Sahel. Devant elle, 20 fusils pointés de tous les angles. Traoré sortit du camion blindé, son visage indéchiffrable. Le vent agitait le drapeau burkinabé sur l'antenne au-dessus de lui. Ce n'était pas la guerre. C'était le règlement de compte. « Tu es piégée, Zara, dit-il. Il n'y a plus nulle part où courir. » Elle ne tressaillit pas. Au lieu de cela, elle s'agenouilla à côté de son fils, essuya le sable de son visage, puis se leva lentement. « Je n'ai jamais voulu fuir, dit-elle, seulement finir ce qu'ils ont commencé. »« Qui ?» demanda Traoré. « Jnim ? Acmi ? La France ?» Elle rit, sèchement, amèrement. « Pas les djihadistes, pas seulement eux. Ils sont des outils, comme moi. » Il fronça les sourcils. « Tu veux la vérité ?» Sa voix craqua de fureur. « Ce ne sont pas les combattants dans la brousse que tu devrais craindre. Ce sont les hommes en costume à Abidjan. Ceux qui tiennent des réunions dans des hôtels parisiens pendant que des enfants meurent dans nos champs. » Elle sortit une puce mémoire de sa ceinture, la brandit haut. Tous les noms, tous les comptes, le renseignement vendu, le sabotage payé. Le vrai marionnettiste se cache derrière les ambassades et les accords pétroliers. Les soldats se raidirent. La main de Traoré s'étendit lentement. « Prends le garçon, » dit-elle, poussant son fils vers le soldat le plus proche. Il n'a rien fait. Mais toi. Ses yeux se fixèrent sur Traoré. Si tu veux vraiment sauver ce continent, tu arrêteras de chasser des fantômes dans le sable et commenceras à déterrer les diables en costume dans ta propre capitale. Puis elle recula vers le bord de la falaise. « Je t'ai dit la vérité, » murmura-t-elle. « Maintenant, que vas-tu en faire ?» Zara fut emmenée en silence. Pas de menottes, pas de résistance, juste la dignité tranquille d'une femme qui avait démasqué le monde et osé le défier. Son fils fut escorté en sécurité. La puce mémoire fut sécurisée sous des couches de cryptage, et pendant 72 heures, le palais de Ouagadougou retint son souffle. Lorsque le président Ibrahim Traoré apparut enfin devant la nation, il ne parla pas derrière un pupitre. Il se tint au cœur de la ville, au sommet des marches du mausolée Sankara, flanqué non pas de généraux, mais d'enfants aux pieds nus et de paysans.
Nos ennemis ne portent plus d'uniforme, commença-t-il. Ils portent des contrats. Ils envoient des assassins non pas avec des armes, mais avec des subventions. Ils viennent déguisés en alliés, parlant notre langue, murmurant la fraternité tout en complotant notre division. La foule s'agita, un courant de reconnaissance les traversant. Ils infiltrent de l'intérieur, drapés dans des autorisations de sécurité, payés par ceux qui nous appellent instables seulement parce que nous refusons de nous agenouiller. Il marqua une pause, le vent faisant onduler le drapeau national derrière lui. Nous ne nous agenouillerons pas, des acclamations éclatèrent, brutes et défiantes. Mais dans la salle de guerre plus tard cette nuit-là, le ministre Koulibaly plaça un nouveau dossier sur le bureau de Traoré, des transcriptions classifiées révélant que l'un de ses principaux conseillers en sécurité avait reçu des communications cryptées du même réseau que la cellule de Zara. Pas de nom, juste un nom de code, l'architecte. La reine avait été une lame, oui, mais quelqu'un d'autre tenait encore le manche. Traoré contemplait les lumières de la ville qui scintillaient en contrebas. Il avait gagné la bataille, mais la guerre venait de se rapprocher. Et quelque part à l'intérieur de son propre cercle de confiance, la main qui avait failli mettre fin à sa révolution déplaçait encore des pièces. Il murmura dans l'obscurité. La chasse n'est pas terminée. Et la nuit n'offrit aucune réponse. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour plus de thrillers politiques réels et de luttes de pouvoir africaines méconnues. Dites-moi de quel pays vous nous regardez. Que feriez-vous si votre plus grande menace venait enveloppée de loyauté? Appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer le prochain chapitre dans la lutte pour la véritable indépendance de l'Afrique. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de voir ce qui se passe vraiment derrière les portes du palais.